explore une question juridique et politique assez pointue au Cameroun. Oui, bonjour. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, a-t-il, juridiquement, la capacité d'investir Maurice Kamto pour la présidentielle de 2025 ? C'est la grande question. On va s'appuyer sur une analyse vidéo qui décortique la constitution camerounaise, mais aussi les pratiques internationales. Alors, allons-y. Oui, tout à fait. Et la source d'ailleurs fait bien la différence, c'est important, entre l'éligibilité personnelle de Maurice Kamto, Oui ? Ça semble faire consensus, a priori, et d'un autre côté, la capacité juridique du MRC, du parti, à le présenter comme son candidat. D'accord. Et c'est là que l'article 15 de la Constitution, alinéa 2 et 3, entre en jeu. L'article 15, c'est celui qui parle du fameux mandat impératif, qui l'interdit, je crois. C'est ça. L'idée qu'un élu, une fois élu, serait pieds et poings liés par son parti. Exactement. L'article 15 consacre le contraire, le mandat représentatif. C'est-à-dire que l'élu représente la nation tout entière. Pas juste son parti d'origine. Voilà. Et comme le rappelle l'analyse, ce n'est pas une spécificité camerounaise. Hein. Ah non. Non, ça vient de loin, Révolution française 1789, et l'article 15 camerounais est en fait très très proche de l'article 27 de la Constitution française de 58. D'accord, je vois. Mais alors, comment ce principe, assez général finalement, s'applique concrètement au MRC ? L'analyse vidéo utilise des exemples, j'imagine. Oui, et c'est là que ça devient très intéressant, je trouve. Elle s'appuie sur un rapport de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Un rapport qui porte sur ce qu'ils appellent le nomadisme politique. En gros, les élus qui changent de parti. Et ils ont regardé ça dans 23 pays et territoires francophones. Ah oui, quand même. Et qu'est-ce qu'il dit ce rapport ? Donnez-nous quelques exemples un peu marquants. Alors, prenons le Burkina Faso. En 93, 9 députés d'un parti claquent la porte, ils créent un nouveau parti, le PDP, D'accord. et ce nouveau parti est admis à l'Assemblée. Et puis en 2010, rebelote. Un autre député quitte son parti en cours de mandat, il rejoint une nouvelle formation, l'UTC. Et ça passe ? Ça passe. Et on voit des choses similaires au Burundi, en Macédoine, en Moldavie. Des élus qui, une fois élus, changent de parti, créent de nouvelles formations, parfois même de nouveaux groupes parlementaires. Et ils continuent de siéger, mais au nom de leur nouveau parti, c'est ça ? Précisément. C'est une conséquence directe, selon l'analyse, de l'interdiction du mandat impératif. Logique. Le député qui change de parti, il représente ce nouveau parti. Et d'ailleurs, l'analyse cite un cas camerounais aussi. Ah oui alors, lequel ? En 2019, le député Oscar Edimond Doumbé, il avait été élu sous l'étiquette SDF. Oui. Il a démissionné du SDF et il a été accueilli officiellement au sein du groupe parlementaire RDPC. Ah d'accord. Ce qui a modifié de fait la composition issue des élections. Voilà un point clé alors. Donc si on suit cette logique, un élu qui aurait été élu, disons, sous une autre bannière et qui rejoindrait le MRC, il représenterait officiellement le MRC. C'est l'argument central de la source vidéo, oui. Elle réfute l'idée que la décision du Conseil constitutionnel, quand il proclame les résultats, fige l'appartenance politique pour toute la législature. Pour l'analyse, l'article 15, justement, redonne sa liberté à l'élu une fois qu'il est proclamé. Donc les élus qui ont rejoint le MRC, ils le représenteraient valablement. Et il y a une question de timing, si j'ai bien suivi, une subtilité. Oui, et elle est cruciale. Selon cette analyse, l'affiliation politique qu'il faut regarder pour savoir si un parti peut investir un candidat, Oui. ce n'est pas celle du jour où les députés ou sénateurs ont été élus. Ah non ? Non, c'est celle du jour où le corps électoral pour la présidentielle est convoqué. Ah, d'accord. Donc un élu pourrait changer de parti très tard. Jusqu'à la veille de cette convocation, potentiellement. Et du coup, habiliter son nouveau parti. Bon, alors, si on résume l'argumentation présentée dans la source, en vertu du principe du mandat représentatif, Oui. illustré par ces exemples internationaux et même un cas camerounais, les élus qui ont rejoint le MRC représenteraient légalement ce parti. Et comme c'est l'affiliation au moment de la convocation de la présidentielle qui compte, C'est ça. le MRC serait juridiquement apte à investir Maurice Kamto. Et potentiellement encore plus apte si d'autres élus le rejoignaient d'ici là. C'est exactement la conclusion de l'analyse. Présentée, je précise, non pas comme une opinion politique, mais vraiment comme une conséquence de l'interprétation de la Constitution, lue à la lumière du droit comparé et de la coutume internationale. D'accord. Après, bien sûr, la source le dit aussi, la décision finale d'emprunter cette voie ou une autre, ça appartient à Maurice Kamto et à son parti, évidemment.
Fascinant, tout de même. Ça soulève une réflexion, je trouve, plus large. C'est quoi, au fond, la nature du lien entre un élu et son parti, une fois l'élection passée? Surtout dans un système qui interdit le mandat impératif. C'est une vraie question. Une question à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Dans le paysage politique camerounais en constante effervescence, chaque annonce, chaque analyse, chaque prise de position peut constituer une onde de choc, tant les enjeux sont considérables à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. C'est dans ce contexte que l'analyse juridique relayée par le média français RFI, au sujet de la capacité du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, à investir Maurice Kamto comme candidat, a suscité une vague de réactions, d'interrogations et de spéculations. Loin des polémiques ou des prises de position partisanes, il importe de poser un regard rigoureux, nuancé et méthodique sur les éléments avancés dans cette analyse. RFI, dans une émission à tonalité explicative, se livre à un exercice d'éclairage juridique et politique fondé sur la lecture des textes camerounais et des précédents internationaux, autour d'un point central. Maurice Kamto peut-il, oui ou non, être valablement investi par le MRC pour la présidentielle de 2025, en conformité avec les lois camerounaises et le droit international? Dès les premières minutes de l'échange, le ton est donné. Il ne s'agit pas ici de défendre une candidature politique, mais d'analyser, de décortiquer les mécanismes juridiques qui permettraient ou non à un parti d'opposition comme le MRC de présenter son leader historique à la magistrature suprême. Le débat s'ancre d'emblée dans une double distinction essentielle. D'un côté, l'éligibilité personnelle de Maurice Kamto, et de l'autre, la capacité juridique de son parti à le porter comme candidat. Sur le premier point, l'analyse relève un consensus tacite, à savoir que Kamto n'est frappé d'aucune inéligibilité formelle. Il est citoyen camerounais, âgé de plus de 35 ans, et n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement ferme susceptible de l'écarter de la course électorale. Dès lors, l'attention se déplace sur le second aspect, le statut du MRC comme véhicule politique légitime pour porter une candidature présidentielle. C'est ici que l'analyse de RFI s'appuie sur l'article 15 de la Constitution camerounaise qui interdit le mandat impératif. En d'autres termes, une fois élu, un député ou un sénateur n'est pas juridiquement tenu de rester fidèle à son parti d'origine. Il est libre de ses choix politiques et représente la nation dans son ensemble, et non un parti ou une faction. Ce principe, bien que souvent ignoré dans la pratique politique camerounaise, est pourtant inscrit noir sur blanc dans le droit constitutionnel. En cela, il fait écho à l'article 27 de la Constitution française de 1958, dans la lignée directe des idéaux républicains issus de la Révolution de 1789. Mais comment ce principe abstrait trouve-t-il une application concrète dans le cas du MRC? L'analyse fait un détour par la jurisprudence internationale, s'appuyant sur un rapport de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui examine les phénomènes de nomadisme politique dans 23 pays francophones. Ce terme désigne les élus qui, en cours de mandat, quittent leur parti d'origine pour en rejoindre un autre ou créer une nouvelle formation. Des exemples significatifs sont cités. Au Burkina Faso, des députés fondent un nouveau parti et sont reconnus par l'Assemblée. En Moldavie, au Burundi ou en Macédoine, les pratiques sont similaires. Les transfuges siègent sous leur nouvelle bannière. Ces cas illustrent la prééminence du mandat représentatif, lequel confère une autonomie politique à l'élu. Revenons au Cameroun. L'analyse rappelle l'épisode de 2019, lorsqu'un député élu sous l'étiquette du Social Democratic Front, SDF, Oscar Edimo Ndoum, démissionne de son parti pour rejoindre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Il est accueilli sans résistance au sein du groupe parlementaire de la majorité, modifiant ainsi l'équilibre politique de l'Assemblée nationale. Ce précédent montre que l'appartenance politique des élus peut effectivement évoluer après les élections sans qu'il y ait de sanctions ou d'interdictions légales. Dès lors, on peut se demander, si des élus rejoignent le MRC après leur élection, leur nouvelle affiliation est-elle reconnue juridiquement comme valable au regard des règles fixant les critères d'éligibilité des partis aux élections présidentielles? L'analyse de RFI répond par l'affirmative. Elle insiste sur un point de temporalité fondamental. Ce n'est pas l'affiliation politique au moment de l'élection qui compte, mais celle au moment de la convocation du corps électoral. En clair, un député élu sous une autre bannière qui rejoint le MRC quelques jours avant la convocation du corps électoral pourrait contribuer à asseoir la représentativité nationale du MRC et sa capacité à investir un candidat. Cette lecture du droit semble robuste d'un point de vue théorique. Elle s'appuie sur la combinaison du mandat représentatif,
de la coutume internationale et des précédents nationaux. Elle offre au MRC un espace juridique pour consolider sa légitimité institutionnelle, indépendamment des persécutions politiques ou des manœuvres administratives dont il pourrait faire l'objet. Toutefois, cette interprétation soulève aussi plusieurs réserves que l'on ne saurait ignorer si l'on veut procéder à une analyse réellement critique et objective. Premièrement, il existe un décalage entre le droit formel et la réalité politique camerounaise. Même si l'article 15 de la Constitution interdit le mandat impératif, l'usage veut que l'administration parlementaire continue de tenir compte de l'étiquette initiale des députés. Le cas d'Oscar Edimo Ndoum, bien qu'instructif, reste isolé et n'a pas été intégré dans une jurisprudence constante. Le risque est donc que la reconnaissance de l'affiliation au MRC par des élus transfuges ne soit pas systématique, surtout si cette reconnaissance doit passer par des institutions sous forte influence du pouvoir en place, telles que le Conseil constitutionnel ou le ministère de l'administration territoriale. Deuxièmement, le MRC fait face à une série d'entraves administratives et judiciaires qui compliquent sa participation normale à la vie politique. Certains de ses militants sont en détention, son leader a été assigné à résidence pendant des mois après les manifestations post-électorales de 2018 et plusieurs de ses meetings sont régulièrement interdits ou dispersés. Dans un tel contexte, même si le parti se trouvait en parfaite conformité juridique, rien ne garantit que le processus électoral lui sera accessible de manière équitable. Le droit dit une chose, la pratique en dit une autre. C'est là tout le paradoxe du système camerounais. Troisièmement, on peut s'interroger sur la cohérence stratégique du MRC. Si l'on suit la logique avancée par l'analyse de RFI, le parti devrait activement chercher à rallier des élus d'autres formations avant la convocation du corps électoral. Or, en l'absence d'accord public avec d'autres parlementaires ou de ralliement visible, il reste incertain que le MRC dispose du socle institutionnel requis pour présenter son candidat. L'argument juridique ne saurait se substituer à une stratégie politique de terrain. Le droit n'est qu'un outil. Encore faut-il savoir s'en servir dans un environnement hostile. Par ailleurs, la question du Conseil constitutionnel reste entière. C'est cet organe qui, in fine, valide les candidatures et proclame les résultats. Dans le contexte camerounais, il est présidé par un proche du chef de l'État, et sa composition pose un sérieux problème d'indépendance. Même si l'analyse juridique est rigoureuse, encore faudrait-il que le Conseil l'entérine. Or, rien n'est moins sûr, surtout si une telle reconnaissance venait à menacer les équilibres politiques actuels. La théorie du droit constitutionnel peut être balayée d'un revers de main par une décision politisée du Conseil, sans voie de recours véritable. Il faut aussi aborder la question du message politique que cela envoie à l'électorat. Si le MRC parvient à contourner les obstacles en misant sur des ralliements parlementaires tardifs, il pourrait être accusé par ses détracteurs de manipulation ou d'opportunisme. Le parti, qui s'est toujours positionné comme porteur d'une éthique politique forte, devra assumer ce virage stratégique et en expliquer la légitimité aux yeux de l'opinion. Il s'agira de démontrer que l'usage de ces leviers juridiques ne relève pas d'un contournement du processus démocratique, mais bien d'un exercice légitime de ses droits constitutionnels dans un système verrouillé. Enfin, sur le plan international, l'analyse de RFI a le mérite d'inscrire le cas camerounais dans une dynamique comparative, montrant que le nomadisme politique et le rejet du mandat impératif sont des pratiques communes dans les régimes parlementaires modernes. Mais cette comparaison trouve ses limites dans la mesure où la justice, les institutions électorales et l'état de droit ne fonctionnent pas de la même manière partout. Il ne suffit pas que le Cameroun partage une clause constitutionnelle avec la France pour que les mêmes effets juridiques soient produits. Les contextes sociopolitiques, les équilibres de pouvoir et les rapports entre institutions jouent un rôle crucial dans l'effectivité du droit. En somme, l'analyse de RFI est intellectuellement stimulante, rigoureusement argumentée et conforme aux principes généraux du droit constitutionnel. Elle ouvre une brèche stratégique pour le MRC et son leader, dans un contexte où les marges de manœuvre se rétrécissent dangereusement pour l'opposition. Toutefois, cette ouverture reste conditionnée à des facteurs politiques, institutionnels et tactiques que le droit seul ne saurait résoudre. Maurice Kamto, s'il choisit cette voie, devra s'assurer que les conditions sont réunies non seulement sur le plan juridique, mais aussi dans la réalité politique pour que sa candidature ne soit pas rejetée arbitrairement. Il s'agit d'une bataille à la fois de droit, d'opinion et de pouvoir. Une bataille qui commence maintenant, bien avant la convocation officielle du corps électoral. Fond, ce débat remet en question la nature même de la démocratie camerounaise. Est-elle un système dans lequel les textes sont appliqués avec rigueur,
ou un théâtre politique où les règles changent selon la volonté du pouvoir. En s'appuyant sur une interprétation fidèle à la lettre et à l'esprit de la Constitution, le MRC pourrait démontrer qu'il existe encore un espace pour l'état de droit au Cameroun. Mais il devra, pour cela, se doter d'une stratégie claire, d'alliances solides et d'un narratif puissant capable de mobiliser l'opinion publique. Au Cameroun comme à l'international, rien n'est écrit d'avance. Mais une chose est sûre, si l'analyse de RFI dit vrai, alors Maurice Kamto a toutes les cartes en main pour être candidat. Reste à savoir s'il pourra les jouer dans une partie dont les règles sont décidées par ses adversaires.